C'est une activité de repérage visuel qui a un sous-titre « Activité de prélecture-écriture ». Mais dès que moi, je mets le mot « pré » devant quelque chose, c'est qu'on ne fait pas la chose. Alors, ce n'est pas de la lecture, ce n'est pas de l'écriture, mais c'est une opportunité de travailler certains prérequis pour avoir un apprentissage de la lecture-écriture qui aura du succès. Et dans ma tête et dans ce qui se passe surtout au Canada, parce que c'est ce que je connais le mieux, officiellement, la lecture et l'écriture officielle débutent en première année vers 6-7 ans pour le CP, dans le fond, pour vous autres, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je vous ai listé ici quelques préalables qui sont abordés dans cette activité-là. Je vais vous les lire. Contrôle oculomoteur, oups, je ne vais pas vous cacher, motricité fine, préécriture, contrôle visuomoteur, mémoire de travail, relations spatiales, attention visuelle ciblée, intégration de la directionnalité de la lecture-écriture. Alors, je vous en parle un petit peu de chacun. Je vais essayer de faire ça vite, puis plus y aller par des questions s'il y en a. Fait qu'à la base, c'est une activité de repérage visuel qui, typique comme les autres activités, on choisit une cible et l'enfant va essayer de retrouver la cible. Je vous ai donné un petit carton comme ça avec l'activité vivante qu'on peut plastifier. Moi, c'est ce que j'ai fait, comme ça je le réutilise. Et on va entourer, par exemple, le petit chien mauve qui serait notre cible et je vais profiter de cette petite bande plastifiée-là aussi pour expliquer à l'enfant les différentes règles qu'on pourra travailler parce qu'évidemment, on n'est pas obligé de les travailler toutes. Selon l'âge, les capacités, les besoins de l'enfant, on ne veut pas le surcharger. Alors, moi, ce que je vous ai donné sont différentes instructions pour différentes choses qu'on peut travailler, soit une à la fois ou tout en même temps si pertinent. Alors, la première chose qu'on peut travailler, c'est l'attention visuelle ciblée. Alors, quand je suis attentive d'une manière sélective, je cible mes deux yeux, je les converge sur une cible en particulier. Ce qu'on va faire quand on est plus jeune, on va avoir tendance à suivre avec le doigt quand on lit. Et quand on fait du repérage visuel de même. Alors, ce qu'on veut ou on peut inciter les enfants à faire, c'est de ne pas utiliser le doigt. Donc, de s'habituer doucement à suivre chaque rangée des yeux. Mais, bien, c'est ça, des yeux, donc sans nécessairement avec l'index pour suivre. Alors, pour ce faire, je dois avoir et travailler mon attention visuelle ciblée et garder mes yeux à la même place parce que si je suis distraite un petit moment, justement, je peux perdre où je suis rendue. Ensuite, au niveau du contrôle oculomoteur, c'est intéressant où on peut proposer à l'enfant d'essayer de travailler sa dissociation des yeux de sa tête. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les yeux peuvent bouger de gauche à droite sans nécessairement que la tête bouge en même temps. Alors oui, moi, je peux lire comme ça, de gauche à droite, mais je pourrais aussi le faire tout à fait avec mes yeux. Enfin, moi, j'ai toutes sortes de défis visuels, fait que c'est pas facile pour moi de faire des poursuites. C'est ce que j'essayais de vous démontrer. Alors, les yeux de gauche à droite. Les saccades, si vous ne savez pas ce que c'est, la saccade, dans le fond, c'est un mouvement, un déplacement rapide des yeux dans l'espace. Alors, quand j'arrive au bout de la ligne, mes yeux vont sauter, faire un saut jusqu'au début de l'autre ligne. OK? Alors, si on travaille le contrôle oculomoteur qui va devenir essentiel plus tard lorsqu'on fera de la lecture qui va être de plus en plus longue, c'est intéressant. On peut utiliser cette activité-là pour travailler ça. Évidemment, je l'ai mentionné depuis tout à l'heure, on peut intégrer la directionnalité de la lecture de gauche à droite et non de droite à gauche. Avec des dessins, les enfants ont davantage tendance à aller un petit peu n'importe où. Puis c'est intéressant de commencer à structurer leur stratégie du regard. Alors, du gauche-droite, du ligne par ligne. La mémoire de travail est aussi stimulée un petit peu parce qu'il faut se souvenir ce qu'on cherche. On cherche un chien de la même couleur que la cible et il va avoir un petit piège aussi, et ça les enfants, ça leur plaît aussi, c'est que vous allez remarquer que tous les chiens ont la petite queue du même côté, mais dans chaque couleur de chien, il y a un chien qui aura une petite queue
du côté opposé. Attends, je vais vous en montrer un comme le petit bleu ici, le chien. OK? Alors, ce qu'on dit à l'enfant, c'est on va aller entourer tous les chiens bleus et celui que sa queue est de l'autre côté, on va pas l'entourer, on va faire un X dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Bien, on aide l'enfant à prendre conscience des relations spatiales, qu'il y a une directionnalité, un peu comme les lettres, et on l'initie, dans le fond, à ce type de perception-là. Maintenant, côté moteur, j'aime inciter l'enfant à entourer dans le sens de l'écriture, dans le sens des lettres. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dessine des cercles, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les enfants vont avoir tendance à dessiner un cercle de gauche à droite. OK? Alors, souvent, les cercles sont faits de cette façon-là. Et quand on fait des lettres circulaires comme le C, le O, le A, le D, le G, OK, le Q, par exemple, on va les faire de droite à gauche. Et sans s'étendre sur le sujet, neurologiquement parlant, lorsque l'enfant apprend, gravite vers le monde de la lecture et de l'écriture, il change un peu de zone du cerveau au niveau de son utilisation pour faire ces choses-là. Alors, quand l'enfant dessine, perçoit des formes, perçoit des couleurs, il travaille avec une certaine zone du cerveau dans les aires visuelles. Tandis que lorsqu'il travaille avec des lettres, que ce soit pour lire, pour écrire, on s'en va dans une autre zone du cerveau où les lettres vont être traitées. Alors, les enfants qui vont continuer, parce que c'est toujours un risque pour certains enfants, surtout ceux qui ont un petit peu plus d'immaturité, d'apprendre à écrire, mais dans le fond, ils dessinent. Ils utilisent les mêmes aires de leur cerveau que pour les dessins et les enfants qui travaillent de cette façon-là vont avoir beaucoup plus de difficultés à intégrer, automatiser l'écriture. Alors, avec cette activité-là, justement, on ne fait que des cercles et on peut les inciter maintenant, sans être dans le domaine de l'écriture tout de suite, à faire les cercles de la bonne façon, du bon côté finalement. Côté visuomoteur, on peut les inciter à entourer sans toucher aux autres chiens autour et entourer sans toucher même aux chiens qu'on entoure ni à la petite queue. Alors, défi visuomoteur. Et finalement, le dernier défi côté motricité fine, j'en parle souvent, l'importance du dynamisme de la prise du crayon lors de l'apprentissage de l'écriture. Et on peut inciter l'enfant, justement, parce qu'on n'a pas beaucoup de défis côté lettres, à dissocier au niveau de ses doigts plutôt que de son poignet ou de son coude. Alors, il va, je pense que vous voyez comme ça, alors il va entourer par des mouvements des doigts, en étirant ses doigts, en travaillant sa dissociation. Ça va être plus facile pour l'enfant de gérer un défi comme celui-là en disant « tu ne dissocies pas ». Bien, c'est pas ça qu'on va dire, là, mais en disant « ce n'est pas des mouvements du poignet ». Puis, à la base, on va s'assurer que l'enfant est bien placé, une table ergonomique et tout ça. Et on va lui dire c'est vraiment juste le crayon qui bouge dans la main et non le poignet et tout ça. Parce que quand on est rendu dans les lettres, l'enfant a en tête davantage l'idée de la forme de la lettre, ce que je veux produire, la grosseur et tout ça, et rajouter le défi de dynamisme de la prise du crayon ça va être beaucoup trop peut-être pour lui, et il va délaisser un des deux. C'est pas mal ce que je voulais présenter côté théorique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions à poser sur l'activité en tant que telle ou sur les sujets connexes par rapport à ça? Comment expliquer à l'enfant qu'il doit bouger que ses doigts? Bonne question. Évidemment, comme je disais, on ne va pas utiliser le mot dissociation. Alors, c'est le fun de clarifier ce qu'on veut dire par mouvement des doigts seulement. Fait qu'entre autres, on pourrait demander à l'enfant de mettre sa main sur la table et de dire « peux-tu lever juste un doigt à la fois ?» Lui faire remarquer, tu vois, c'est juste l'index qui bouge. Vois-tu, ton poignet ne bouge pas. Ou faire des mouvements, n'importe quel geste finalement où on demanderait à l'enfant de bouger que ses doigts et lui demander consciemment d'immobiliser son poignet. Et on peut lui demander de bouger son poignet aussi, de prendre conscience de la différence entre un poignet et un doigt qui bouge, ou quand tout le bras, hein, on peut jouer à la marionnette de chiffon. OK? Donc, tout bouge, puis maintenant, est-ce qu'on peut juste bouger
pas le coude, mais à partir pas l'épaule, mais à partir du coude? Est-ce qu'on peut bouger juste à partir du poignet? Donc, l'idée, c'est qu'on travaille un petit peu avec lui le concept que ce ne sont que les doigts qui bougent. On peut utiliser une petite imagerie aussi comme un push-up, si l'enfant sait ce que c'est. Donc, c'est un push-up de crayon. OK? Et fait que l'idée, c'est d'être ludique, aller dans les intérêts de l'enfant et de s'assurer qu'il comprend le concept avant qu'on commence l'activité. C'est plus simple parce qu'après, ça peut le décourager, peut perdre intérêt, puis faire moins d'efforts. Je suis c'est l'expression que vous utilisez, hein? Institut maternel et vos trucs et astuces me servent. Oh, il faut faire see more. Je conseille même à certains parents de venir regarder vos vidéos. Bien, c'est très gentil. Je fais tout ça du fond de mon cœur pour partager ce que ma profession a à offrir, pour aider les gens qui n'ont pas accès aux services d'ergothérapie. Donc, quand vous en parlez, quand vous partagez, quand vous référez les gens vers les ressources, bien, ça aide à ce que ça vaille la peine finalement, parce que c'est pour ça que je le fais. Mais merci de le mentionner. C'est très, très gentil. Bon, ben voilà, c'est la fin. Bye!